Bon, je vais reconnaître que je suis pas super en avance sur ce dossier. Fin octobre 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que l'entreprise Facebook allait être renommée Meta, en hommage à une toute nouvelle mission, à savoir construire le métaverse. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Sa vision du métaverse est un monde virtuel dans lequel vous pourrez faire tout ce que vous faites dans la vie réelle, mais en mieux. Vous y accéderez avec un casque de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée ou même un simple téléphone. On a immédiatement vu un déluge de réactions qui étaient quasiment toutes négatives. Le mot du jour, c'était dystopie. Les seules vidéos positives que j'ai pu trouver sur le métaverse sont celles qui essaient de prédire des cryptos qui vont faire x1000. Donc pas grand chose à voir avec Zuckerberg de toute façon. Mais l'avantage d'être à ce point en retard, c'est que j'ai pu prendre le temps de regarder un peu tout ce qui a été dit, d'y réfléchir plus en profondeur. Je dois dire que j'ai pas été impressionné par le niveau général du discours. Voilà un gars qui a créé une des plateformes les plus influentes de notre génération, qui vous dit qu'il investit activement des dizaines de milliards dans sa nouvelle idée, et qu'il y croit tellement qu'il a renommé sa boîte. Et vous avez un quart des gens qui disent « Ah, en fait, c'est juste un jeu vidéo, genre les Sims mais en réalité virtuelle ». Un quart des gens disent « Ça ne marchera jamais, la techno n'est pas au point, et ça restera de toute manière réservé aux geeks boutonneux ». Un quart des gens disent « C'est juste une feinte pour faire oublier les scandales de Facebook ». Et le reste crie que c'est la fin de la société telle qu'on la connaît et qu'on va tous vivre dans des cuves pendant que Zuckerberg suce notre énergie vitale pour faire tourner ses serveurs. Évidemment, ce n'est pas parce que Zuckerberg a eu une bonne idée quand il était à l'université que tout ce qu'il touche va se transformer en or. Mais quoi que vous pensiez de lui, le bonhomme est clairement intelligent. Et surtout, ce ne sont pas des paroles en l'air pour faire de la com. Il est en train de miser sa boîte sur cette idée et il a dépensé 10 milliards dessus rien que l'an dernier. La question c'est pourquoi prendre autant de risques pour construire un futur dont apparemment personne ne veut. Est-ce qu'il aurait pu mieux communiquer pour éviter de se faire ridiculiser dès le premier jour de son nouveau projet? Et y a-t-il quelque chose à sauver dans cette idée du métaverse? La première théorie qu'on peut envoyer au cimetière, c'est la suivante. Suite à tous les scandales de ces dernières années, comme les fuites de Cambridge Analytica, les Facebook Papers et la désinformation autour du Covid, Zuckerberg essaye de réhabiliter son image en changeant le nom de l'entreprise. Un exemple concret de cette théorie vient de l'association qui se fait appeler le vrai conseil de surveillance de Facebook, qui nous affirme « Changer le nom ne change pas la réalité. Facebook détruit notre démocratie. C'est le premier colporteur de désinformation et de haine. Leur insignifiant changement de nom ne doit pas nous distraire des enquêtes, de la régulation et de la vraie surveillance indépendante nécessaire pour faire assumer à Facebook ses responsabilités. » Mais cette théorie ne tient pas debout, parce que s'il avait voulu distancier Meta des casseroles de Facebook, la dernière chose qu'il fallait faire, c'est une vidéo d'annonce présentée par Zuckerberg. Zuck incarne Facebook. C'est lui qui se fait traîner au Congrès américain pour répondre de sa politique de modération, c'est lui qui est devenu milliardaire en minant vos données privées, et c'est lui qui est au centre d'un film blockbuster sur la création du réseau social. Donc changer le nom de l'entreprise en mettant sa tête ultra reconnaissable à côté du nouveau logo ne va absolument pas aider Facebook à se racheter une réputation. D'ailleurs, l'application Facebook garde son nom, donc pour le quotidien du grand public, rien n'a changé. Si Facebook voulait vraiment se racheter un nouveau départ, il suffirait que Zuckerberg quitte l'entreprise et passe les rênes à un nouveau PDG. Ben Thompson, qui est un analyste tech, explique ça. Le fait que Facebook soit tenu uniquement responsable des problèmes sociétaux engendrés par Internet découle, je suppose, du fait que Zuckerberg est une cible évidente. Combien de personnes préoccupées par la rhétorique anti-vax, par exemple, peuvent même nommer le responsable de YouTube un vecteur beaucoup plus puissant? Le moyen pour Facebook d'échapper à ces problèmes actuels est que Zuckerberg passe les rênes à quelqu'un d'autre. Il y a plein de boîtes à scandales qui ont fait exactement ça avec un certain succès. Par exemple Uber et WeWork. Changer le visage de l'entreprise est beaucoup plus efficace que changer juste son nom, surtout si ce visage est celui de Zuckerberg, qui, même s'il n'est pas laid, a un physique et une manière d'être qui évoquent parfaitement le stéréotype du milliardaire geek, détaché des réalités du petit peuple, qui terrifie toute une frange de la population. Seem to be replacing Larry and Sergey as the people out here who everyone's talking about. Mais alors si le but n'est pas de faire oublier les scandales, pourquoi renommer la boîte? Yahoo, MySpace, BlackBerry, beaucoup de géants de la tech qui dominaient jadis leur marché ne sont plus aujourd'hui que l'ombre d'eux-mêmes. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Oui, même à Facebook. Et Zuckerberg le sait parfaitement. D'ailleurs, Facebook est plus vulnérable que n'importe lequel des autres géants actuels. Apple est ancré de la vie de ses utilisateurs via l'iPhone, Google domine complètement la recherche, Amazon a un réseau de distribution inégalé, et Microsoft est profondément implanté dans le marché B2B. Mais Facebook, c'est juste un ensemble d'applications, dont certaines comme WhatsApp sont assez simples, auxquelles on accède via un appareil fabriqué par un tiers,
est contrôlé par Apple ou Google. Facebook n'a que deux avantages compétitifs. Le premier, c'est l'effet de réseau, c'est-à-dire que tout le monde est sur Facebook, donc vous avez besoin d'y être. Et le deuxième, c'est l'accès à une énorme quantité de données. Mais même ces deux forces sont en danger. Pour la première fois dans son histoire, Facebook a annoncé avoir perdu des utilisateurs sur le dernier trimestre. Ils perdent du terrain chez les ados et les moins de 30 ans en général. Et cette info, elle vient de leur propre rapport interne. La plupart des jeunes adultes voient Facebook comme un endroit pour les gens qui ont 40 ou 50 ans. Les jeunes adultes voient le contenu comme ennuyeux, trompeur et négatif. Et de l'autre côté, leur accès à toutes ces délicieuses données personnelles est aussi menacé par un concurrent particulièrement vicieux, Apple. The fact is that an interconnected ecosystem of companies and data brokers, of purveyors of fake news and peddlers of division, of trackers and hucksters just looking to make a quick buck, is more present in our lives than it has ever been. Dans ce discours, Tim Cook, le PDG de Apple, nous parle de revendeurs de données et de fournisseurs de fake news. Facebook n'est pas directement nommé, mais il aurait aussi bien pu le faire parce que le tacle n'a rien de subtil. Apple a joint l'acte à la parole et ils ont changé leur politique de confidentialité en avril 2021. Désormais, les applications qui veulent suivre les utilisateurs sont obligés de demander explicitement leur autorisation, une autorisation qu'Apple a placée derrière un pop-up conçu pour être refusé. Histoire de bien enfoncer le clou, Apple a carrément utilisé Facebook comme exemple dans son image d'illustration de la nouvelle politique. Facebook a officiellement annoncé que ce petit pop-up allait générer un manque à gagner de 10 milliards en 2022. En parallèle, Apple récupère une partie de ses revenus en développant leur propre régie pub qui vient concurrencer Facebook. Et comme c'est Apple qui contrôle le point d'accès, il n'y a rien que Zuckerberg puisse faire en réponse. En cas de conflit ouvert, Apple n'hésite pas à littéralement bannir les business concurrents, comme ils l'ont fait avec Fortnite pendant son procès avec Epic Games. Encore aujourd'hui, l'application Fortnite, un des plus gros jeux au monde, est absente de l'iPhone, le téléphone le plus vendu au monde. Cette dépendance a directement inspiré la stratégie de Zuckerberg. But this period has also been humbling, because as big of a company as we are, we've also learned what it is like to build for other platforms. And living under their rules has profoundly shaped my views on the tech industry. C'est aussi ce qui a mené dès 2014 au rachat d'Oculus, une startup qui produit des casques de réalité virtuelle, pour 2 milliards de dollars. La thèse est que la réalité virtuelle, ou le métaverse, sera la prochaine plateforme qui succédera au smartphone de la même manière que le smartphone a succédé au PC. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. Mais on n'y est pas encore, et d'ici là, Facebook est vulnérable. Le fondateur de l'application sociale TBH, qui avait été racheté par Facebook en 2017, résume les dangers. Facebook a les mains liées. Numéro 1, les utilisateurs les plus rentables sont partis. TikTok est en train de les dévorer. Numéro 2, ils ne peuvent pas racheter d'autres boîtes à cause des régulateurs. Numéro 3, ils ne peuvent pas innover parce que les entrepreneurs ne veulent pas y travailler. Numéro 4, Apple a tué leur capacité à cibler les pubs. Numéro 5, le métaverse va prendre 10 ans. Conclusion, repose en paix. Il fait clairement de l'hyperbole pour faire du clic sur Twitter, et d'ailleurs il se contredit dès le tweet suivant. Ceci étant dit, Zuckerberg est le meilleur opérateur au monde, et je ne voudrais pas parier contre lui sur le long terme. Alors Facebook est dans une situation bizarre. À terme, ils font face à un danger existentiel, mais pour le moment, leur business reste super rentable. Dans cette situation, il y a deux stratégies possibles pour un PDG. Numéro 1, redistribuer les profits aux actionnaires en attendant de mourir à petit feu. Et numéro 2, réinvestir les profits du business actuel dans le business futur. Zuckerberg étant Zuckerberg, on se doute qu'il va choisir l'option numéro 2. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de changer le nom de son entreprise. Parce que pour construire le métaverse, il a besoin d'attirer les meilleurs talents de l'industrie. Mais comme l'expliquait notre ami Nikita à l'instant, les ingénieurs avec un esprit entrepreneurial ne rêvent plus de travailler chez Facebook, qui est perçu comme le réseau social de Tata Yvonne. Alors Zuckerberg leur annonce « Non, 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 vous n'allez pas travailler chez Facebook. Vous allez travailler chez Meta pour construire le futur. Meta possède Facebook, mais c'est juste une vache à lait qui nous donne des milliards par an pour construire des jouets méga cool dans le métaverse. » Et ça, à mon avis, c'est la réponse à la première énigme du début de la vidéo. Pourquoi avoir fait l'effort de produire toute une vidéo sur le métaverse, qui est essentiellement une pub géante, quand vous savez que quoi que vous fassiez, les médias vont vous cracher dessus et Twitter va vous traiter de reptilien? Tu n'en as pas marre de te faire troller, Mark Zuckerberg? Ou alors tu as tellement perdu contact avec la réalité que tu ne comprends plus que les vrais gens, ils ne veulent pas être branchés dans ta matrice dystopique? Comment une entreprise qui est censée posséder des pouvoirs de manipulation hors du commun a pu commettre une erreur de calcul aussi simple? La réponse est la suivante. La cible de cette vidéo, ce n'est pas la presse, ni même le grand public. Avant cette vidéo, Facebook était un réseau social rentable, mais has-been. Après cette vidéo, c'est devenu le plus couillu des GAFAM. La vision de Zuck ne va peut-être pas marcher, mais au moins, il y va à fond. Personne d'autre ne prend le risque de vous décrire de manière aussi précise des technologies qui ne seront pas disponibles avant 10 ou 15 ans. Et c'est vrai que pour le grand public, la vision du métaverse est globalement flippante. Parce que, il faut dire, tout changement radical est flippant. Mais pour les technologistes de pointe que Zuckerberg veut attirer,
c'est tout l'inverse. Ils ont envie de créer un futur complètement différent. Beaucoup de commentateurs semblent d'ailleurs avoir loupé le contexte de cette annonce, qui a été faite pendant la conférence annuelle de Facebook destinée aux développeurs. Alors si vous pensez que le métaverse est flippant, Zuck ne veut pas de vous dans ses employés. Mais si vous êtes un ingénieur de pointe et vous voulez créer ces innovations, alors il est clair que Zuckerberg est le seul qui est prêt à brûler sa boîte entière pour se donner les moyens de ses ambitions. Yeah, well, look, I just think that when you plant a flag and say that you're going to go do something, you get haters and criticism, but you also get the people who actually care about that thing and want to make it happen are attracted to the people who I think have the courage to go say, I'm going to go make this happen even though it's really far off. So, cette technique qui consiste à changer le nom de la maison mère pour ouvrir la voie à des projets annexes a déjà été mise en place par Google. Depuis 2015, le groupe Google est devenu la holding Alphabet, dont le moteur de recherche Google n'est qu'une filiale. La société Google paye les factures avec le cœur historique du business, comme Google Ads et YouTube, tandis que les autres filiales chassent des idées futuristes dans les biotechnologies, l'intelligence artificielle ou les voitures volantes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le cofondateur de Google, Larry Page, a ouvertement annoncé que ce changement de nom n'était pas à destination du grand public. I wanted to have a name that people would be proud to work for the company called that, but actually didn't want it to be too catchy. Because the idea really wasn't to have a consumer brand in the way that Google is. But really it's more for employees as we think about it. Aujourd'hui, Alphabet possède 13 filiales, mais aucune n'arrive à la cheville de Google en termes de notoriété. Pour une entreprise de la Silicon Valley qui doit recruter la crème de la crème, ça peut très vite devenir un problème. Un ingénieur spécialisé en robotique n'aura pas forcément envie de bosser pour une filiale de Google, le moteur de recherche. Si la société appartient au groupe Alphabet, qui est connu pour investir des milliards dans des technologies innovantes que personne d'autre n'ose financer, ça devient beaucoup plus sexy. Alors Facebook, le réseau social, va jouer le même rôle que Google, le moteur de recherche, un sugar daddy qui finance des projets ultra ambitieux dans une autre branche de l'entreprise. 24 heures après l'officialisation de Meta, le blogueur Tiernan Ray tire sur Zuckerberg à l'artillerie lourde dans un article intitulé « Le Vaporware a un nouveau nom, : Meta ». Le pitch de Zuckerberg était du bon vieux Vaporware. Sa vision pour le futur de son entreprise est une technologie qui a non seulement échoué dans sa conquête mondiale, elle a à peine attiré un marché d'early adopters. Ce qu'il a oublié de mentionner dans sa présentation est que tout dans le monde de l'information conspire contre l'environnement fluide du métaverse. Les sites web et les apps marchent mal et ne sont pas fiables. Le site web de Facebook est un jardin fermé qui ne se connecte à rien d'autre. Les logiciels plantent, ainsi que des domaines internet complets, comme c'est arrivé à Facebook pendant 6 heures il y a quelques semaines. La bande passante disponible ne permet pas des expériences riches et immersives pour la vaste majorité des gens. La plupart des gens ne veulent pas porter un casque. C'est l'argument classique du cynique. Ça ne marchera pas, et même si ça marche, ça sera nul. Il y a quelques problèmes avec ça. D'abord, cet article nous dit littéralement « Le métaverse ne marchera jamais parce que déjà, le web et les applications ne marchent pas bien ». Et là, franchement, je ne sais pas dans quel monde ce mec habite. Je veux bien que Facebook ait été down pendant quelques heures une fois et que ça ait traumatisé l'auteur, mais globalement, le web, ça marche miraculeusement bien. La question plus compliquée, effectivement, c'est de savoir si suffisamment de gens vont acheter un casque de réalité virtuelle. Parce que le métaverse, c'est pas censé être un jeu vidéo. C'est censé être un miroir de notre monde actuel, dans lequel vous pourrez tout faire. Passer du temps avec votre famille, faire du shopping, aller à un concert, travailler, organiser un rendez-vous amoureux. Donc ça ne marche vraiment que si tout le monde est dessus. Et du coup, la réaction générale à la vidéo d'annonce est pas super encourageante. Si les gens ne veulent pas du métaverse, il n'y aura que des geeks dessus. Et alors là, bonne chance pour choper en soirée métaverse. Tiernan Ray a raison quand il affirme que la réalité virtuelle est loin de parler au grand public. En 2020, 5 millions de casques de réalité virtuelle ont été vendus, toutes marques confondues, alors que Nintendo écoulait quasiment 30 millions de Switch à eux tout seuls. Mais c'est une erreur d'en conclure que le marché de la réalité virtuelle restera marginal. Parce que ce ne sont pas les jeux vidéo qui vont imposer la réalité virtuelle, c'est le monde du travail, exactement comme c'est arrivé pour le marché de l'ordinateur personnel il y a 40 ans. Dans les années 80, le PC était un équipement de niche pour les passionnés, exactement comme les casques de réalité virtuelle aujourd'hui. La majorité des gens n'avaient ni l'envie ni le besoin d'acheter un PC pour la maison, parce que, pour la personne moyenne, il n'y avait rien de très intéressant à faire sur un ordinateur. Mais dans le monde du travail, l'ordinateur devenait incontournable. Ça a permis aux fabricants de faire des économies d'échelle, qui ont baissé les prix et rendu les ordinateurs plus accessibles. Mais surtout, de plus en plus d'applications sont apparues qui donnaient une vraie utilité aux ordinateurs. Au départ, ça a été le traitement de texte, puis les jeux vidéo, puis Internet. Résultat, en 2018, seuls 53% des foyers français possédaient une ou plusieurs consoles de jeux vidéo, alors que 82% d'entre eux étaient équipés d'un ordinateur. Et c'est exactement pour ça que à la fois Meta et Microsoft de leur côté développent la réalité virtuelle pour le marché de la visioconférence. Ce sera beaucoup plus simple de vendre leurs solutions en masse aux entreprises qui veulent équiper leurs télétravailleurs, plutôt que de les vendre à des particuliers. Et une fois que vous avez un Oculus pour vos réunions,
Vous allez peut-être tester une application de sport, ou de méditation, ou même un Battle Royale. Ou en tout cas, si vous ne vous laissez pas tenter, vous pouvez être sûr que vos enfants le seront. Peu à peu, de plus en plus d'applications seront disponibles, de plus en plus de gens les utiliseront, vous aurez l'impression de louper quelque chose en n'y étant pas. Et cette technologie, qui était en 2022 quelque part entre inutile et révoltante, deviendra évidente et indispensable. When you think about your own life for a moment, think, do I want to immerse myself entirely in a fabricated reality? And if the answer is yes, that's probably because of your economic situation, your social situation, your mental health. And I don't think that the answer to that is like some kind of digital kosh, some digital smack, some binary hallucinogen to extract you yet further from reality. Beaucoup de critiques se focalisent sur le caractère dystopique du métaverse et notamment la dépendance qu'on pourrait développer envers les mondes virtuels. Par exemple, le journaliste Ryan Zieggraf rappelle que Snow Crash, le roman de science-fiction qui a introduit le terme métaverse, était une dystopie dans laquelle le monde virtuel faisait office d'opium du peuple. Dans l'univers sombre de Snow Crash, le gouvernement s'est replié sur lui-même et les terres sont divisées en cités-états franchisées, dirigées par de grandes entreprises. Le triomphe de l'anarcho-capitalisme a entraîné à son tour une montée en flèche des inégalités et une détérioration des conditions de vie, tandis que le métaverse offre aux masses un refuge, ou du moins une distraction, contre la société déchue qui les entoure. L'avenir, si on décide de suivre ce mouvement, sera plein de gens qui resteront chez eux 24 heures sur 24, extrêmement gros, à bouffer de la nourriture par intraveineuse et à se connecter dans cette vie parce que la leur sera trop tragique. Ces discours apocalyptiques viennent de gens qui sont opposés au principe même de métaverse, indépendamment de l'implication de Zuckerberg ou de Meta. Et si on regarde l'impact qu'a déjà eu Internet, ils ont raison de s'inquiéter. Aux États-Unis, le temps moyen passé sur Internet a plus que doublé en 10 ans, passant de moins de 3 heures à plus de 6 heures par jour et par adulte. En France, la moyenne est un chouïa en dessous à 5 heures par jour, hors activité professionnelle. Ça a des conséquences évidentes sur l'espérance de vie, puisque plus la population est sédentaire, plus le risque d'accident cardiovasculaire augmente, mais aussi sur la santé mentale. Quand vous allez mettre votre casque de réalité virtuelle, vous connecterez à un monde merveilleux. Vous serez plus beau, mieux habillé, votre appartement sera plus grand. Et lorsque vous l'enlèverez, vous reviendrez à la réalité, nécessairement plus terne. Imaginez ce que cela pourrait produire chez des enfants et des adolescents. C'est une bombe à retardement. Plus largement, une critique fréquente est bien résumée par ce commentaire. Je ne suis pas du tout intéressé par des connexions virtuelles. Je préfère cultiver des connexions dans ma vraie vie. C'est la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est un argument que j'ai toujours trouvé assez étrange. Ça suppose que la vraie vie est uniquement celle qui se passe dans le monde matériel, et tout le reste, c'est une fausse vie. Ça suppose que si vous ne pouvez pas toucher un être humain, c'est pas une vraie personne. C'est pas une personne avec qui vous pouvez avoir une vraie relation. Mais cette vision purement matérialiste est en fait un argument contre tout ce qui nous rend humains. Il n'y a que les animaux qui vivent à 100% dans le monde matériel. Ce qui nous rend humains, c'est notre capacité à imaginer et à manipuler des concepts. Donc selon cet argument, lire un livre, c'est pas la vraie vie. Écrire un livre, c'est encore moins la vraie vie parce que vous êtes perdu dans un monde virtuel dans votre esprit. Mais la plupart des gens qui ont écrit un livre vous diront que c'est des expériences les plus importantes de leur vie, moi y compris. Et la plupart des gens qui aiment lire vous diront que ça enrichit considérablement leur esprit. Et je crois que quasiment tout le monde finira par admettre que Internet, au final, ça améliore leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont sur YouTube à poster des commentaires. Il y a du mieux et du moins bien, mais globalement nos vies seraient beaucoup plus étriquées si nos seules sources d'information étaient celles disponibles dans les années 80. Oubliez ces merveilleux créateurs de niche qui vous apportent tant de joie, et dites bonjour à la culture monolithique dictée par une poignée de décideurs dans les industries de la télé, de la presse et de l'édition. Alors je réalise qu'il y a une certaine ironie dans ma défense du monde virtuel, qui est que je n'ai jamais utilisé Instagram ni Facebook. Et c'est même pire que ça. Depuis 2 mois, je suis dans une expérience de productivité extrême où je n'ai pas ouvert Netflix, ni regardé une seule vidéo YouTube, ni joué à un seul jeu vidéo. Donc je ne suis pas naïf sur les dangers de ces distractions. Et bien sûr, il y a des activités qui restent beaucoup mieux dans le monde physique que dans le monde virtuel. Visiter le Colisée, c'est beaucoup mieux que regarder une vidéo sur le Colisée. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez toucher les vraies pierres. Les pierres, elles ont rien de spécial. C'est juste que l'expérience d'y être en personne est plus immersive. Mais quand vous pourrez visiter le Colisée en réalité virtuelle et avoir 0 touriste autour de vous, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux quand les gradins seront remplis de spectateurs de la Rome antique, quand vous pourrez marcher entre les gladiateurs, quand vous pourrez sortir de l'arène et suivre un random passant à travers le marché jusqu'à chez lui et le regarder mettre ses enfants au lit. Le problème avec nos technologies actuelles, c'est pas juste qu'elles sont addictives. Créer des œuvres d'art, c'est aussi addictif, tout comme élever des enfants ou vous vous entraînez pour un marathon. Mais ces activités enrichissent nos vies. On en tire des souvenirs et un sens d'accomplissement qu'on ne peut pas avoir simplement en scrollant sur Instagram. Donc c'est pas vraiment une question de réalité physique versus monde virtuel. Créer cette vidéo, c'est une activité qui mélange naviguer sur internet, écrire dans un Google Doc, interagir avec mes collègues sur Slack, parler dans une caméra et voir vos réactions dans les commentaires. C'est purement virtuel.
Et pourtant, c'est ultra satisfaisant. La crainte est que le métaverse soit tellement immersif que nos addictions deviendront encore plus irrésistibles. Mais une autre manière de voir ça, c'est que ces activités sur lesquelles on passe déjà beaucoup de temps vont devenir beaucoup plus riches. Parce que, en réalité, beaucoup des éléments du futur métaverse sont déjà là. Depuis la sortie de Snow Crash en 92, le métaverse est défini par 4 caractéristiques. Premièrement, le contenu du métaverse doit être persistant, ce qui est déjà le cas avec les constructions sur les serveurs de Minecraft par exemple. Deuxièmement, il doit être en 3D immersive, ce qui implique de s'y connecter avec un casque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée. Niveau réalité virtuelle, la technologie est là, avec notamment les casques Oculus produits par Meta, mais au niveau de la réalité augmentée, on est encore loin du compte. Troisièmement, les mondes du métaverse doivent être interconnectés. Et ça, c'est le point le plus problématique. Parce que concrètement, ça voudrait dire que vous pourriez importer votre avatar Fortnite dans l'application Teams VR de Microsoft. Ou bien vous auriez un taux de change entre les Robux, la monnaie native de la plateforme Roblox, et le PlayStation Store, ce qui est évidemment pas du tout le cas actuellement. Et quatrièmement, pour finir, le métaverse doit se superposer au monde physique. Concrètement, ça veut dire que le métaverse fonctionnerait comme Pokémon Go, où la localisation des Pokémon que vous récoltez dans le jeu dépend de votre géolocalisation dans le monde physique. Ici encore, on peut trouver plein d'exemples où Internet agit directement sur le monde physique. Des vrais gens conduisent des vraies voitures d'un point A à un point B, parce qu'une application appelée Uber leur a dit de le faire. Chaque restaurant a un double virtuel sur Google Maps et TripAdvisor sur lequel vous pouvez voir le menu et laisser une évaluation. On n'est pas encore au stade où vous pouvez juste regarder la vitrine d'un restaurant et voir les derniers commentaires dans vos lunettes de réalité augmentée, mais vu qu'il suffit de sortir votre téléphone, on peut dire qu'on a fait 80% du chemin. En un sens, le métaverse, c'est juste Internet en plus immersif. Mais bien sûr, cette description sous-vend le métaverse, parce que le smartphone, c'est pas juste Internet mais dans votre poche. Le nouveau mode d'accès a rendu possible plein de nouveaux modes d'interaction qui n'auraient pas eu de sens si vous deviez être assis à votre PC, comme par exemple les VTC ou Instagram. Quand la manière la plus kiffante de jouer à GTA sera de courir pour de vrai, la moyenne des gamers aura une endurance de marathonien. Being strapped in and using literally all of my human strength to sprint as fast as I could was an experience like I have never felt before. Même en dehors de ce genre de gimmick, ce serait dommage d'oublier qu'Internet ne nous a pas juste piégés dans un monde virtuel. Ça a aussi grandement facilité notre interaction avec le monde physique. C'est devenu beaucoup plus facile de voyager depuis qu'on peut acheter ses billets sur Internet et se repérer avec Google Maps. Et c'est aussi devenu beaucoup plus simple de trouver un groupe local qui partage votre passion, que ce soit la randonnée ou les crypto-monnaies. Une des promesses centrales du métaverse est de se superposer au monde matériel. Ça reste quelque chose qui est difficile à visualiser, parce que les casques de réalité virtuelle qui nous coupent du monde sont beaucoup plus avancés que la technologie longtemps promise des lunettes de réalité augmentée, qui elles devraient nous permettre d'interagir avec le métaverse et le monde physique en même temps. Pokémon Go est une preuve de concept, tout comme les filtres Instagram ou même Google Maps, mais il nous manque encore un moyen de superposer le monde numérique au monde physique sans passer par un écran de smartphone. Quand cette technologie sera disponible, le métaverse viendra enrichir le monde physique au lieu de le remplacer. Ce sera comme la différence entre un article sur le web, qui contient des liens cliquables vers d'autres pages, par rapport au même article imprimé sur une feuille de papier. D'une certaine manière, débattre des bienfaits du métaverse, c'est un peu comme débattre de l'intérêt d'Internet en 1995. On le veuille ou non, le métaverse arrive. La vraie question, c'est qui va le contrôler. Et là, je me range enfin dans le camp des critiques. Un métaverse entièrement contrôlé par Meta semble effectivement être une mauvaise idée. You decline Mark's offer. Mark did not like that. Une bonne théorie de l'ascension de Facebook, c'est de dire avant les gens allaient sur Internet, maintenant ils vont sur Facebook, qui est leur porte d'entrée sur le reste du web. Et donc, Facebook est notoire pour avoir transformé le web sauvage de jadis en un jardin fermé et soigneusement cultivé pour maximiser la valeur par utilisateur. L'enjeu clé pour le futur du métaverse, c'est le risque de centralisation. Il y a le risque économique, que la plateforme dominante profite de sa position pour extraire une rente, à l'image des 30% de commission d'Apple, et il y a le risque politique, que cette plateforme centralisée soit sous pression par les gouvernements, de censurer les paroles jugées dangereuses ou fausses. C'est une situation où on ne peut pas tout avoir. Si vous vous inquiétez de la désinformation sur Facebook, avec ses armées de modérateurs, attendez de voir ce qui va se passer sur un hypothétique métaverse décentralisé. Non seulement vous n'aurez aucun moyen de faire taire les gens qui ne vous plaisent pas, mais en plus vous n'aurez personne à qui vous plaindre. Les vies des dirigeants de Facebook, Twitter et YouTube seraient plus faciles s'ils n'avaient pas besoin de censurer les gens. Ça coûte cher et ça génère de la mauvaise presse dès que vous faites une erreur. Mais comme ces entreprises sont centralisées, ils sont une cible facile pour la presse et les gouvernements, et ils sont obligés de censurer leurs utilisateurs. Il faudra donc choisir entre un métaverse aseptisé mais centralisé, ou un métaverse libre mais sauvage. Évidemment, Meta pousse dans la première direction, et les gouvernements aussi parce qu'ils voudront maintenir un maximum de régulation et de contrôle. Restent les utilisateurs et les choix qu'ils vont faire. Et à ce niveau-là, s'il y a une communauté qui a prouvé qu'ils étaient capables de s'organiser pour créer un univers libre mais sauvage, c'est la communauté crypto. Quand j'ai fait ma première vidéo sur Bitcoin en 2017,
on pouvait encore dire que la crypto c'était avant tout de la spéculation, recouverte d'une vague promesse d'innovation future. Quand j'ai fait ma première vidéo sur les NFT l'année dernière, on pouvait encore dire que les NFT c'était des JPEG hors de prix. Mais petit à petit, les usages se concrétisent. Des NFT vous ouvrent l'accès à des communautés virtuelles ou à des conférences dans le monde physique. Des organisations décentralisées qui n'appartiennent à personne viennent concurrencer des entreprises qui sont cotées en bourse. Un vrai système financier parallèle se met en place. Je vais pas rentrer dans tous les problèmes avec la crypto qui sont nombreux, mais il faut comprendre que ce n'est que le début et que pour la première fois, on a une vraie preuve de concept qu'un système décentralisé peut fonctionner. Pour en revenir à Zuckerberg, il annonce qu'il veut un métaverse ouvert. Teleporting around the metaverse is going to be like clicking a link on the internet. It's an open standard. In order to unlock the potential of the metaverse, there needs to be interoperability. Le mot-clé ici, c'est interopérabilité. Parce qu'il n'est pas le seul à rêver du métaverse. C'est aussi le cas de Tim Sweeney d'Epic Games qui développe Fortnite, mais aussi d'entreprises qui développent des mini-métaverses comme Minecraft ou Roblox. Zuckerberg mentionne explicitement Epic comme faisant partie du même métaverse. And major platforms like Epic are working to build out the metaverse, starting with gaming. La grande question est donc de savoir si tout ça va finir par se connecter. Ça voudrait dire que vous pourriez passer du temps avec Tata Yvonne dans le métavers soigneusement cultivé de Meta, puis finir la soirée dans les bas-fonds dévergondés gérés par une organisation décentralisée. Et là encore, Zuckerberg laisse entendre que ça sera peut-être possible, mais ça reste ambigu. Now this is going to require not just technical work, like some of the important projects that are going on around crypto and NFTs in the community now. It's also going to take ecosystem building, norm setting, and new forms of governance, and this is something that we're really going to focus on. Contrairement à ce que Zuck affirme ici, la crypto c'est pas juste un projet technique, mais aussi, justement, un ensemble d'expériences sur les écosystèmes, les normes et la gouvernance. Il y a une vraie contradiction entre dire d'une part, on va créer un métaverse qui sera ouvert et interopérable, et de l'autre dire, par contre, il va falloir bien sûr suivre les règles, et c'est moi qui vais les fixer. Un cynique dirait que la contradiction finira évidemment par être résolue en faveur de Meta, et c'est bien possible. Si la crypto n'était pas dans les cartes, je dirais même que la centralisation serait inévitable. Mais heureusement, il y a encore ce contre-pouvoir. Et si nous ne faisons pas l'erreur de limiter son impact au nom de toujours plus de contrôle gouvernemental, ça peut faire la différence. Un autre aspect du métaverse qui est déjà là et qui est franchement assez spectaculaire, c'est que vous pouvez gagner votre vie sur internet. Une grande partie de ma sympathie pour ce métaverse vient sans doute du fait que depuis presque 10 ans, je gagne entièrement ma vie sur mon ordinateur. Et quand votre revenu est en ligne, vos passions sont en ligne, vos collègues et votre famille sont en ligne parce que vous voyagez à l'autre bout du monde, vous n'êtes pas trop loin de vivre dans le métaverse, il vous manque juste la réalité virtuelle. C'est comme ça que vivent de plus en plus de gens, mais jusqu'ici, il fallait tout risquer pour monter un business ou vous lancer en freelance. Mais depuis quelques années, ces business en ligne ont commencé à grossir et maintenant ils commencent à recruter. Alors en ce moment, la manière la plus rapide d'accéder à ce style de vie est de trouver un job dans un business en ligne. Vous aurez la liberté de travailler depuis n'importe où, de faire vos propres horaires et de bosser sur des projets cool. Si c'est une idée qui vous intrigue, je viens de sortir un guide gratuit de 7 emails qui vous explique quels jobs sont disponibles actuellement et comment vous faire recruter. Vous n'avez besoin d'aucune expérience ou diplôme particulier, mais il faut kiffer internet et avoir envie d'apprendre vite. Pour recevoir le guide complet, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en haut de la description. Ensuite, entrez votre email et je vous enverrai immédiatement la première partie du guide. Si ça ne vous plaît pas, vous pourrez vous désinscrire à tout moment en un clic. Alors cliquez sur le lien, lisez le guide et si ça vous accroche, vous aurez trouvé votre prochaine carrière. À la prochaine.